Retour sur le plateau de la matinale bio et nous allons retrouver en duplex notre première invitée, Natacha Sautreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle durabilité à l'ITAB. L'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture bio et vous avez rédigé un rapport intitulé « Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture bio ». Alors, première question, concrètement, est-ce que vous sentez aujourd'hui que les consommateurs sont préoccupés par l'impact environnemental de l'élaboration de tel ou tel produit alimentaire? Oui, je pense qu'effectivement, ça a été dit, la conscience environnementale augmente. Elle est relayée par les médias, par ce que nous vivons au quotidien, sans parler même bien sûr de la crise du Covid qui a rappelé ce concept du One Health qui a été présenté lors de la précédente matinale bio que vous avez animée par Christian Huyghe et qui est, je dirais, fondamental. Ce concept du One Health, finalement, c'est santé des milieux, santé des plantes, santé des animaux, santé des hommes. Et finalement, cette santé globale, finalement, la santé environnementale est une clé de voûte pour répondre à ces enjeux globaux. Et cette pression également du climat qui a été rappelée par Julien de Normandie également est une prise de conscience citoyenne, sociétale. Donc oui, je pense que il y a une réelle montée en puissance. Et d'ailleurs, je crois que l'agence bio est tout à fait bien placée pour le rappeler régulièrement, puisque le baromètre dont Laure Verdeau a rappelé l'existence annuelle, qui prend la température régulière, rappelle que année après année, cet enjeu et cette conscience environnementale augmentent également. C'est-à-dire que dans les décennies précédentes, les achats bio étaient essentiellement motivés par les questions de santé, mais ils sont dorénavant quasiment à, je dirais, à même hauteur entre enjeux de santé et enjeux environnementaux. Donc oui, tout à fait. C'est une réelle, et au-delà des consommateurs bio, encore une fois, c'est une conscience citoyenne, je dirais, partagée de façon générale, sans parler des actions climat, de la jeunesse, voilà. C'est quelque chose qui est montant et en particulier présent partagé par nos jeunes. Alors il y a un paradoxe, tout de même, vous le disiez à l'instant, la préoccupation environnementale rentre en ligne de compte, mais les consommateurs reconnaissent que pour le moment, ils n'ont pas véritablement d'informations. Donc là, il y a vraiment un manque à combler. Alors, effectivement, je sais pas si les consommateurs considèrent qu'ils n'ont pas d'informations. Ils ont de l'information et notamment... Laure l'a rappelé en introduction, ils ont de l'information via un foisonnement d'allégations, un foisonnement d'étiquettes, et c'est vraiment l'enjeu aussi de cette expérimentation que vous avez rappelé, c'est d'apporter du discernement et d'apporter des méthodes pour, je dirais, in fine, proposer des allégations plus encadrées, je dirais, par non pas des méthodes des allégations privées qui se développent, et au contraire, finalement, je pense qu'on a aujourd'hui cette question au regard de cette montée citoyenne, des prises de conscience citoyenne du climat et des enjeux environnementaux. On a, à contrario, ça va ensemble, ce foisonnement. On est plutôt là, au contraire, pour harmoniser, pour réfléchir, pour proposer des méthodes plus claires et objectivées et apporter du discernement, encore une fois. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de quantifier justement l'impact sur l'environnement de l'élaboration de tel ou tel produit ? C'est pas facile, ça a été rappelé en disant que c'était quelque chose par vous-même, par le ministre, c'est quelque chose de complexe. Pour faire simple, je dirais dans un premier temps et pour montrer tous les enjeux, on a bien entendu l'enjeu climat, mais pour autant il faut rappeler que l'enjeu climat ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des enjeux, pour reprendre une formule de Guillaume Sainteny. Le climat est prépondérant dans nos préoccupations, mais également l'érosion de la biodiversité qui est vraiment une préoccupation également croissante. La question de la pollution, des pollutions, pollution chimique, la question de la consommation des ressources peu ou non renouvelables. Donc finalement, on voit bien que on s'attaque à, je dirais, une palette d'enjeux couplés. Donc c'est l'enjeu. Et au-delà des impacts
négatifs, ce qu'on appelle les externalités négatives sur l'environnement. Il faut rappeler ici, je pense que c'est très important, l'agriculture n'est pas une activité économique comme les autres. C'est-à-dire que on voit bien qu'elle produit des biens privés comme toutes les activités, bien entendu. Donc, elle génère des consommations de ressources, elle génère de l'impact, des gaz à effet de serre, etc. Mais l'agriculture est une activité très particulière dans le sens où elle repose directement. C'est une activité qui repose sur les services écosystémiques, sur les services rendus par l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas qu'un réceptacle qui reçoit des impacts négatifs. L'environnement est vraiment un facteur de production. Tout un chacun le perçoit intimement dans son expérience avec la nature, avec le service de pollinisation par les abeilles, le service de séquestration de carbone dans les sols. Donc, l'agriculture finalement est à la fois contributrice. Elle subit le changement climatique, mais elle peut apporter des solutions. Donc, on voit bien que ces services rendent la question de l'évaluation environnementale beaucoup plus complexe. C'est pas juste des impacts négatifs sur un compartiment, mais c'est vraiment comment rendre compte de externalités négatives, donc les pollutions, les impacts que j'ai rappelés, la santé, et les impacts, bien sûr, les externalités positives qu'on appelle aussi des aménités pour la société. Et c'est toujours très difficile de les révéler, parce que souvent, finalement, lorsqu'on travaille à révéler ces externalités, c'est souvent des impacts sur les biens non marchands, que ce soit l'eau, l'air, les sols. Et finalement, c'est ce que Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, appelle finalement la tragédie des communs. C'est-à-dire que les biens privés, on parle du coût de denrées, de commodités qui circulent sur des marchés globalisés. Mais souvent, on ne prend pas en compte tous ces effets cachés, dissimulés, que le citoyen doit également payer, mais par ailleurs, en fait, pour dépolluer de l'eau, des frais de santé. Donc, c'est tout l'enjeu de révéler, je dirais, un continuum d'effets qui sont plus ou moins révélés et de les encapsuler finalement dans une approche produit pour qu'un consommateur, in fine, soit plus avisé de l'ensemble des impacts. C'est ça l'enjeu. Mais est-ce que c'est pas mission impossible? Parce que en préparant cette émission, je me suis rendu compte que tous les critères, on pouvait les mettre dans un énorme carton à chapeau et qu'ensuite ce carton à chapeau, on devait le faire rentrer dans une boîte d'allumettes. Et ça, c'est totalement impossible. Donc qu'est-ce qui vous permet de dire qu'aujourd'hui, on va y arriver et qu'on va réussir à faire rentrer le carton à chapeau dans la boîte d'allumettes? C'est une belle image que vous prenez. On peut dire aussi un grand écart entre la complexité et finalement un affichage qui se doit au final être simple, compréhensible et avoir de l'impact pour les consommateurs. Et effectivement, on sait que les consommateurs passent peu de temps dans les rayons à attraper un produit et donc ne vont pas passer des heures à lire tout ce qui va être à poser sur le produit. Donc, on a une sorte de grand écart où cette fameuse boîte a condensé l'information. Effectivement, l'enjeu est réel, la complexité est là. À notre sens, quand je dis à notre sens, on travaille avec de nombreux chercheurs sur ces questions-là au niveau à l'ITAB. On est en lien étroit et cette étude que vous avez rappelée, je l'ai conduite avec INRAE, en particulier mon co-auteur Marc Benoît, mais également la cellule donc DEPE qui a été rappelée. Donc, c'est une étude, une cellule à l'INRAE qui travaille sur de l'expertise, qui produit des expertises. Donc Isabelle Savigny, une équipe de direction. Donc c'est vraiment travailler en proximité étroite avec INRAE Louis-Georges Solaire, qui préside cette expérimentation au niveau du conseil scientifique, l'a rappelé lui-même. Finalement, ces multiples enjeux ont des composantes strictement politiques. Quand je dis politique, c'est au sens tout à fait noble du terme politique. Ce sont des choix politiques qui engagent des choix de société, de parties prenantes qui doivent être débattus. Quel est le poids finalement à accorder au climat versus la protection de la biodiversité ou les questions de pollution? Quelle est la pondération de ces multiples enjeux sur les ressources, la consommation de ressources, tout ça en fait? Qui décide ce qui compte et à quelle hauteur ça doit compter? Chaque dimension doit compter. On voit bien que chaque partie prenante va tirer sur ces enjeux qu'il considère prépondérants. Et donc, on voit bien que ça, c'est pas la science qui pourra dire le climat doit peser 22,5% ou on voit bien qu'il y a des arbitrages strictement politiques dans la palette des enjeux à combiner. Et encore une fois, c'est important de rendre compte de cette palette
d'enjeux et de les combiner. Et quand on parle d'enjeux environnementaux, on voit bien qu'il faut même aller au-delà et prendre en compte des enjeux qu'on pourrait dire plus sociétaux, en intégrant par exemple la question du bien-être animal, qui n'est pas une question strictement environnementale, mais Laure l'a également très bien illustré en introduction. Prendre en compte le bien-être animal, ça veut dire notamment, mais pas que, dans le cahier des charges de l'agriculture biologique et dans d'autres cahiers des charges, par exemple un espace plus grand, une aire de vie plus grande, et ce qui a des impacts en fait sur les questions de notes ACV, telles que l'ACV, analyse de cycle de vie, va vous être présenté dans le déroulé de l'émission, mais ça a des impacts négatifs parce que la surface donc effectivement est plus grande, et on voit bien qu'on doit concilier et trouver des compromis entre les multiples enjeux, non seulement environnementaux mais également sociétaux. C'est une attente citoyenne croissante. Donc, ça serait un petit peu problématique de dire entassons nos animaux dans la plus petite, le plus petit espace possible, avec une durée de vie la plus contrainte rapide, avec une croissance la plus rapide possible pour avoir la meilleure note possible environnementale. Ça paraîtrait quand même un petit peu problématique au final, de pas conjuguer également avec la question du bien-être animal. Oui, parce qu'à l'extrême, on pourrait dire que un agneau ou un mouton élevé en batterie ou en Nouvelle-Zélande pourrait être mieux noté qu'un mouton de Pré-Salé du Mont-Saint-Michel. Alors c'est un très bon exemple que vous prenez là. L'exemple de l'agneau est particulièrement, je dirais, symbolique, symptomatique des questions qui nous sont posées côté recherche. Il faut savoir que typiquement l'élevage agropastoral méditerranéen est très consommateur donc de parcours. On sait tous les services que cet élevage rend, donc notamment prévention des incendies, ouverture des milieux. Par contre, effectivement, là encore, il est consommateur d'espace, donc d'élevage de parcours, et il peut être effectivement moins bien noté par rapport à un élevage en bergerie, plus intensif finalement. La CV, s'il fallait résumer la CV, c'est en l'état aujourd'hui, parce que bien sûr que l'ACV a vocation à s'améliorer à terme, mais s'il fallait résumer finalement ce qu'aujourd'hui en l'état elle reflète finalement un bon niveau d'éco-intensification. Par contre, elle a du mal à refléter toutes les fonctionnalités écologiques et l'agroécologie. Donc la question de la biodiversité, de la diversification des systèmes, de l'autonomie des systèmes également. Typiquement, avec des notes ACV, le ministre a rappelé, j'ai noté l'importance qu'il accorde à favoriser les circuits courts, une alimentation locale. Pour autant, aujourd'hui, en ACV, les systèmes avec recours aux importations, aux tourteaux de soja importés du Brésil, donc avec de la déforestation importée, ne sont pas si mal notés. Et pourquoi ? Parce que dans les notes ACV, finalement, le transport pèse très peu, parce qu'il est massifié finalement avec des bateaux. Vous pouvez massifier au kilo produit, je dirais, l'alimentation animale via les tourteaux. Et finalement, c'est un modèle qui n'est pas discrédité par ce type de calcul. Donc on voit bien qu'il y a besoin, effectivement, ça a été rappelé par le ministre, il y a besoin d'indicateurs complémentaires pour évaluer ces systèmes. Alors je rappelle que vous pouvez bien évidemment interagir, réagir, poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vois une question de Jean-Pierre qui nous dit « Le consommateur est globalement perdu avec tous ces labels. Seules les personnes averties connaissent. Et encore, est-ce que là justement on risque pas d'avoir un label de plus qui va se perdre ?» C'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure en tout début d'émission à Laure Verdeau. Alors, on peut se réjouir d'une montée en gamme, bien sûr, avec des démarches de cahier des charges plus contraignants qui posent des critères des respects. Après, la difficulté, en effet, c'est dans ce foisonnement, il ne faut pas que ce soit ce que certains appellent du greenwashing avec juste du marketing ou de la publicité, comme Laure Verdeau l'a indiqué en introduction. L'idée étant vraiment d'avoir des allégations qui correspondent à des enjeux importants en termes d'écologisation du système, et qu'il y ait une cohérence finalement entre la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et le reflet de ces pratiques dans la note finale. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que finalement tout ça sert à quelque chose ? Parce que
On pourrait se dire que, et d'ailleurs au niveau de la Commission européenne, un produit bio est considéré comme un produit vert d'office. Donc pourquoi se casser la tête à rajouter des informations alors que pour la Commission européenne, l'affaire semble déjà entendue? Oui, c'est un point que je vous relayais effectivement lors de notre premier échange de préparation. Aujourd'hui, au niveau de la PAC sur l'éco-conditionnalité, les bio sont considérés comme verts d'office au regard de ces critères d'éco-conditionnalité. Donc effectivement, on pourrait, aujourd'hui on travaille avec les chercheurs sur cette question d'affichage environnemental et on pourrait, je dirais, avoir une approche via une option qui valorise les labels sans rentrer par le détail de chacune des pratiques. Et donc, on verra in fine dans le rapport qui sera rendu au Parlement quelle est la solution, je dirais, qui soit à la fois simple, pas trop coûteuse, la plus fiable, pertinente, robuste. Donc, c'est un exercice auquel on se prête, savoir comment travailler la question des labels. Via notamment des méta-analyses. Alors quand on dit des méta-analyses au niveau de la recherche, en fait, ce sont disons une revue de littérature qui permet d'au-delà de certains cas de monter finalement un peu en généricité en tirant des grandes conclusions. Et les méta-analyses sur l'agriculture biologique montrent effectivement sur des questions comme l'enjeu biodiversité, qui est très mal reflété, encore une fois, aujourd'hui, comme l'enjeu de toxicité, qui est très mal reflété dans les ACV sur l'usage des pesticides de synthèse, et donc qui, de facto, je dirais, défavorise dans la comparaison qui actuellement n'est pas recommandée en l'état des ACV par les chercheurs eux-mêmes qui ont généré ces méthodes, notamment donc Ayo van der Werf qui a travaillé depuis plus d'une décennie sur ces méthodes-là. Donc la question est aujourd'hui de ne pas comparer via les ACV ces systèmes de production. Donc sans doute que la question de passer par les labels est une manière intéressante pour continuer à avancer de façon concrète. Et donc, j'ai pas fini pour le point sur les méta-analyses. Sur la biodiversité, de nombreuses méta-analyses montrent des contributions, des atouts de la bio sur une biodiversité renforcée. Donc c'est vrai que c'est une manière aussi de travailler la question de la biodiversité via des revues de littérature scientifique. Alors, Natacha, une dernière question. Je vous demanderai une réponse assez rapide. Une question de Diego sur les réseaux sociaux. Comment simplifier les critères environnementaux pour que les progrès soient quantifiables ? Comment simplifier, les indicateurs ou les critères environnementaux pour que les progrès soient quantifiables par tout à chacun. Alors, je pense que toutes ces démarches sont tout à fait louables. Je pense qu'au-delà des critères, il y a une question de formation et d'information. Finalement, je pense que c'est aussi par manque de connaissances. On sait que consommer de la viande, effectivement, ou des produits carnés, en général, est potentiellement plus consommateur de ressources que des produits végétaux. Après, il faut effectivement, ça a été rappelé, je crois, lors de votre précédente matinale, l'idée n'étant pas d'arrêter de manger de la viande en bio. La question de l'élevage est prépondérante dans le cadre du bouclage des cycles, donc est importante. Par contre, c'est effectivement manger moins, mais manger mieux. Donc, je crois que ça a été déjà dit et je pense que c'est vraiment important dans l'évolution des régimes alimentaires. Et je pense qu'il y a des éléments au-delà des indicateurs, il y a vraiment des questions de formation, de montée en compétences sur ces enjeux au niveau de la population en général et des consommateurs en particulier. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Natacha Sautreau d'avoir participé à cette matinale bio. Et nous allons poursuivre notre petit voyage dans la France bio. Et cette fois-ci, nous remontons direction l'ouest puisque nous allons en Bretagne. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Mes parents ont été des pionniers de l'agriculture bio dans les années 50, 60. On produit pour que les gens qui sont là, qui vivent autour de nous, puissent manger les produits qui sont faits là, en local. Et ça, avec Loïc, c'est formidable parce qu'on est tout proche et c'est un plus pour tout le monde.
On a voulu revenir dans notre région de cœur qui était la Bretagne. On a toujours été attiré par l'alimentation durable et les bonnes choses. On s'est mis à faire une conserverie de légumes bio-bretons. Nous, on reçoit nos fruits et légumes quotidiennement. On va les laver, on va les nettoyer, on va bien s'en occuper. On va les couper, les cuber, les mettre en pot, les mettre en bocaux. Et puis à partir de là, on va pouvoir mettre une étiquette dessus et vous donner toute l'information nécessaire pour que vous sachiez toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Et l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, on pourra la faire dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est une agriculture pérenne. C'était De la terre à l'assiette avec l'Agence Bio.